Divergence numérique 189e émission, suite de nos rencontres faites au JRES 2013. Entretien avec Alexandre Zapolski, président directeur général de la société Linagora, ce mardi 10 décembre lors de ces JRES dans une ambiance un peu bruyante les premières minutes. Mais tu ne nous en voudras pas, cher auditeur, tant ta grandeur est à l'image de ta bonté. Les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont des utilisateurs et des développeurs historiques des logiciels libres, sans lesquels Internet ne serait pas là sous la forme qu'on lui connaît en tout cas. Naturel donc que des sociétés proposant des solutions basées sur du libre soient présentes à Montpellier lors de ces 10e JRES, qui revêtent toutefois une dimension toute particulière cette année. Circulaire Hérault, loi de modernisation de l'école, loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, tout cela dans le présume du respect de la vie privée, ça fait beaucoup de bonnes raisons pour aller au-delà du prospect et aborder les choses sans langue de bois. On vient aussi pour ça, on vient pour parler sans langue de bois du logiciel libre dans le monde de l'éducation supérieure et de la recherche. Parce que vous avez raison, il y a une loi qui a été passée. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de décret d'application, il faut qu'on soit vigilant. D'ailleurs, tous les lobbies sont à l'œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de transposition de cette loi dans la réalité et dans le quotidien en fait, de l'éducation supérieure et de la recherche. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir finalement certaines relations et liaisons de haut niveau dans cet univers-là et avec les principaux vendeurs de logiciels mondiaux. On voit bien que finalement là c'est l'Assemblée nationale et nos députés qui ont pris un peu tout le monde de vitesse et tout le monde a un peu pris tout le monde de court. Et résultat, actuellement, le marché qui s'était fait prendre de vitesse est en train de s'organiser et de faire en sorte que il n'y ait pas de transposition dans les faits. Alors nous, naturellement, à Linagora, comme toujours, panache au vent, on fait en sorte de rendre inéluctable un certain nombre de choses. Donc ce soir, on va en parler dans le cadre de cette conférence. Bon, je sais que ça dérange. Aussi étonnant, c'est pour ça que je grimaçais là, quand tout à l'heure on disait le monde de l'éducation supérieure et de la recherche qui utilise beaucoup de logiciels libres. Alors c'est vrai historiquement, mais il y a de vrais reculs. On l'a vu dans le cadre en fait, d'un grand marché qui a été passé pourtant par des gens extrêmement bien, qui s'appelle Renater, qui est la cellule en fait, de mutualisation de l'informatique, notamment entre les grandes universités et les laboratoires de recherche. Eux ont fait le choix d'une messagerie propriétaire sans même passer par un appel d'offres. Et donc ça, naturellement, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'à l'heure de Prism, des écoutes de la NSA, on sait qu'une partie de ce qui devrait être préservé et sur lequel on devrait faire attention en termes d'espionnage, justement, cette partie-là, c'est en particulier celle de la recherche publique, qui travaille très en amont sur certains projets. Et donc, nous, on pense que c'est une hérésie, effectivement, d'avoir fait ce choix d'une messagerie propriétaire. Donc, bien sûr, on appelle Renater à reconsidérer en fait son choix, ou à tout le moins de créer une alternative avec des offres réellement libres, et notamment en application de cette fameuse loi favorisant l'usage en fait, du logiciel libre pour construire les services numériques dans le monde de l'éducation supérieure et de la recherche. Voilà, donc oui, le législateur et oui, l'Assemblée nationale fait bouger en fait les lignes et on s'en réjouit, c'est toujours mieux qu'il y ait des éléments en fait positifs de la sorte, mais restons très vigilants parce que, encore une fois, le vrai sujet, ça sera l'application de tout ça. Le calendrier parlementaire sur les décrets d'application, il est connu déjà ou... Non. Non, et personne n'a l'air très pressé de faire... De changer ça et de faire en sorte qu'il y ait une transposition. Ce qui pose aussi des difficultés parce que comment on traduit dans les faits le fait de favoriser l'usage du logiciel libre quand on construit des services numériques? Est-ce que c'est de donner une règle qui consiste, comme au Québec, de dire que systématiquement tout choix du logiciel libre doit être envisagé autant que le logiciel propriétaire et de s'interdire ces marchés où on s'attribue des solutions propriétaires, des fois même sans passer en fait, par des appels d'offres et sans une mise en concurrence, ça peut être une solution. Mais là, encore une fois, les fédérations professionnelles, en vertu d'un principe qui peut paraître bon de prime abord, qui est le principe d'égalité, de non-ingérence des associations professionnelles et des organisations professionnelles dans le choix de leurs clients et une volonté de neutralité technologique,
de dire, ben, dans ce cas-là, comme on veut rester neutre technologiquement, on demande à ne pas faire un choix de priorisation d'usage du logiciel libre. Bon, la réalité, c'est que les marchés sont tellement déséquilibrés. Aujourd'hui, il y a 90% du marché qui est du logiciel propriétaire. La force est du côté des grands éditeurs de logiciels, que pour gérer un rééquilibrage en termes de compétition, eh bien, il faut effectivement à un moment donné créer un favoritisme. C'est un favoritisme pour rééquilibrer une situation concurrentielle. Parce qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas concurrentielle. Ce d'autant plus qu'il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de façons d'échapper à la mise en concurrence dans le domaine de l'éducation supérieure et de la recherche. Un établissement qui veut acheter directement des licences Microsoft peut le faire sans aucun appel d'offres. C'est tout à fait aberrant, c'est tout à fait contraire au principe d'égalité de traitement face à la commande publique, mais pour des principes de facilité, c'est ce qui a été mis en place il y a des années. Donc ça s'appelle par exemple le groupe logiciel. Donc aujourd'hui, à l'heure de l'achat public patriotique, qui est quelque chose de très fort au niveau du gouvernement, auprès du ministre Montebourg, eh bien, il faut s'interroger sur ce type de pratique. Il ne s'agit pas d'aller ennuyer la communauté des informaticiens pour lesquels nous, par exemple, on a beaucoup d'estime à l'Inagora. Cette communauté d'informaticiens qui essaie de bien faire son boulot dans le monde de l'éducation supérieure et de la recherche. Mais il faut tout faire pour éviter les biais contractuels qui empêchent une libre concurrence. Donc, pour revenir à votre question, on ne sait pas quand est-ce que ça sera appliqué. On ne sait pas si ça le sera un jour, parce qu'aujourd'hui, tout le monde traditionnel de l'informatique freine très fort. Donc moi j'invite tout le monde à être très vigilant. Il faut se rapprocher des associations militantes du logiciel libre. Je pense à la PRUL, je pense à la FUL. Il faudra bien sûr venir aux rencontres mondiales du logiciel libre pour montrer que le mouvement du logiciel libre est important. Et je pense que la communauté du logiciel libre, encore une fois, doit se souder les coudes pour se faire entendre et pour exiger l'application de cette très bonne loi. Oui, donc ça c'était dans le courant de l'année, c'était un petit peu le contraire de ce qui s'était passé pour la loi de modernisation de l'école. Il faudra de la suite dans les idées au niveau du gouvernement aussi. Le gouvernement, suivant avec qui on parle, mais d'une manière générale, le gouvernement est plutôt pro-logiciel libre, il est pro-entrepreneur, il est pro-innovation, il est pro-société civile, il est pro-économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça sur les grandes orientations en fait, du gouvernement. Moi, j'aime à rappeler que j'ai eu l'opportunité de passer 5 jours avec Jean-Marc Ayrault en visite officielle au Canada et de côtoyer le Premier ministre de près. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'on a là un Premier ministre et que derrière, on a en fait des ministres, je pense bien sûr à Fleur Pellerin, je pense bien sûr à Arnaud Montebourg, qui sont en fait en faveur de l'économie réelle et de l'économie française. Et donc le logiciel libre est un des éléments dans le domaine du numérique qui favorise en fait un numérique français et le développement en fait de nos entreprises et de nos emplois dans le domaine du numérique. Donc pour moi, il n'y a pas de doute par rapport à ça vu d'en haut. Le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte de passer de la vision politique à la vision pratique. Moi, j'avais appelé le ministre, interroger le ministre Montebourg sur ce sujet-là à travers des courriers, à travers des lettres ouvertes. Je l'avais sollicité. Bon, j'ai vu qu'il s'est emparé du thème de l'achat public patriotique. J'en suis content. Mais la question reste entière. Et moi, je continue à poser cette question-là régulièrement au gouvernement. Je le reverrai le 17 décembre. Ma question, c'est comment on passe en fait de la vision politique à la réalisation pratique sur le terrain. Alors je salue là-dessus, il y a eu un préfet récemment qui a été extrêmement courageux, qui est le préfet de l'Isère, absolument, qui a pris de son initiative pour rappeler en fait à ses communes et à l'ensemble des collectivités de son territoire l'importance de toujours bien mettre en concurrence logiciel libre et logiciel propriétaire. Ça passe par ça, mais ça c'est une initiative individuelle. Il faudrait que tous les autres préfets fassent la même chose. C'est un combat qui nous appartient tous, le combat en fait du logiciel libre. C'est nos emplois qui sont en jeu, ce sont nos entreprises qui sont en jeu. Voilà, donc le gouvernement, oui, il est en soutien, il est en faveur. La preuve, c'est que j'ai proposé la mise en place de ces états généraux de l'open source et j'ai une bonne nouvelle que je peux partager avec vous en exclusivité. C'est qu'on a eu très récemment le retour de la ministre sur la date de clôture des états généraux de l'open source. Ça aura lieu le 6 mars. Donc le 6 mars 2013,
On réunira à nouveau toute la communauté en fait du logiciel libre, et du logiciel libre notamment professionnel, côté client, côté en fait fournisseur, et on fera part en fait de toutes nos demandes. On expliquera tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas encore très bien, tout ce qu'il faudrait faire pour que le logiciel libre se développe encore plus et encore mieux en fait dans notre pays. Et à ce titre, par exemple, l'application de la loi éducation supérieure recherche favorisant l'usage des logiciels libres, ça sera l'un des thèmes. On dira simplement qu'il faut la traduire dans les faits et qu'il faut mettre en place des degrés d'application et qu'il faut être vigilant à ça et qu'il faut absolument lutter contre toutes les pratiques qui consistent à croire. Moi, une fois, j'ai vu un conseiller de ministre, c'est ça qui est grave, qui m'a dit ton sujet de la messagerie dans le domaine des universités, ta messagerie propriétaire dans le domaine des universités, c'est l'histoire en fait de la gomme propriétaire versus la gomme libre. En fait, il me disait tout ça c'est une question d'appel d'offres public et qu'on achète une gomme made in China et une gomme propriétaire par rapport à une gomme libre, finalement ça reste toujours une gomme. Et le gars, je lui ai dit mais non, c'est faux, parce qu'en fait le numérique c'est pas une histoire de gomme. La messagerie c'est pas juste une gomme, c'est pas un objet commun dont on peut comme ça penser qu'il est tout à fait remplaçable. Parce que derrière la maîtrise des technologies qui permettent de bâtir des messageries de grande ampleur, cette maîtrise des technologies, c'est ce qui conduit à travailler sur les nouvelles technologies web, le web de demain. Et donc soit on a des acteurs français comme l'Inagora qui seront en mesure, avec ses équipes de R&D, de travailler en fait dans des consortiums internationaux, de travailler sur des programmes de recherche et développement, et cette compétence on l'aura en France, soit demain, comme dans plein d'autres domaines, on n'aura plus de compétences et on pleurera tous ensemble en disant mais où sont nos Google, où sont nos Facebook français? Il y a un Google français du logiciel libre, il s'appelle l'Inagora, on n'est pas les seuls, il y en a tout un tas d'autres, il faut juste nous laisser les conditions de notre développement, sans entraver notre capacité de développement. Et donc quand on achète dans le secteur public, il faut réfléchir à cette question d'achat public patriotique, parce qu'avec l'argent du contribuable, je suis désolé, monsieur les décideurs publics, on ne peut pas faire en fait ce qu'on veut avec cet argent du contribuable. Pensez à nos entreprises, pensez à nos emplois. Quand il y a des savoir-faire français, il faut privilégier les savoir-faire français aux savoir-faire internationaux, y compris dans le domaine du numérique. Alors justement, ça a fait les titres de la presse spécialisée ces dernières semaines. Le logiciel libre, c'est faire travailler les acteurs locaux. L'exemple de Renater et de la messagerie propriétaire, c'est peut-être aussi le poids d'une certaine inertie qu'il y a dans les commandes publiques, dans les relations entre les fournisseurs et les collectivités ou les institutions. Une fois qu'on passe le cap, qu'on entame une migration, etc., après les choses sont de plus en plus faciles. Donc finalement, c'est quoi? C'est le premier pas qui coûte? Ça, c'est un point qui est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait les grands décideurs ne savent pas forcément comment aller vers le logiciel libre, et pour certains d'ailleurs c'est un monde qu'ils ne connaissent absolument pas. J'ai rencontré récemment un directeur des systèmes d'information d'une grande organisation dans le domaine public et de la recherche, et la personne en question me disait le logiciel libre, c'est fait que pour les petites organisations, c'est fait que pour les associations. Et alors je lui disais, mais non, au contraire, nous, l'Inagora, on travaille que pour des grandes organisations, parce que c'est justement celles-là qui ont le plus intérêt d'utiliser le logiciel libre d'un point de vue économique. Et la personne n'était juste absolument pas familière, en fait, de nos sujets, et il avait tout à découvrir. Alors la vraie question, c'est effectivement comment, alors que ça soit du côté technique ou du côté des décideurs, on va petit à petit dans le logiciel libre, et comment on prend confiance dans le cadre de l'usage du logiciel libre. C'est-à-dire que l'open source, c'est pas magique. Il ne s'agit pas de brandir ces deux mots, open source ou logiciel libre, pour penser que les systèmes d'information, du jour au lendemain, ils vont mieux marcher, ils vont coûter moins cher, que tout ça va être extrêmement vertueux, etc. Dire ça serait en fait mentir. Donc l'open source, c'est pas magique. L'open source, ça se décide, ça se gouverne, ça s'organise, ça se manage. Et donc, il faut là-dessus avoir une démarche stratégique construite. C'est d'ailleurs la place d'un grand nombre des spécialistes du logiciel libre, quel que soit en fait leur domaine d'activité. Ce qu'on apporte au marché, c'est cette capacité à s'organiser et à adapter et à réussir en fait ces projets dans le logiciel libre. Et donc on a besoin de plus en plus en fait de success story dans le domaine. Alors on en a beaucoup dans le monde de l'éducation recherche, mais c'est vrai que l'une de nos grandes faiblesses dans l'open source, c'est qu'on est quand même des petits acteurs et surtout on concentre tous nos moyens, non pas à la com et au marketing ou au commerce, mais on consacre tous nos moyens à l'innovation et à la recherche et développement. Prenez l'Inagora, c'est près de 150 personnes.
Il y a un tiers de nos effectifs quasiment qui sont dédiés à la recherche et développement. C'est énorme. Chez n'importe quel éditeur de logiciels, vous auriez 10 à 15% des effectifs dédiés à la R&D, et là-dedans je mets la qualité, et le reste, à 85%, ça serait des vendeurs, des communicants, voilà. Et donc nous, on est complètement organisés d'une autre façon par rapport aux éditeurs traditionnels, et donc on a besoin de médias indépendants, de qualité, comme Divergence FM, pour relayer en fait nos messages. Donc chapeau à Divergence FM et à Divergence Numérique. Et puis on ne peut compter que sur, au-delà des médias, que sur les membres en fait de ces communautés qui chacun prennent en charge une partie de ce travail de communication et de marketing. Et ça marche, voilà. Donc, mais le vrai boulot aujourd'hui, c'est d'être capable de passer du politique aux décideurs et de faire en sorte que les décideurs comprennent que l'open source, ce n'est pas un sujet de technicien, ce n'est pas un sujet d'informaticien uniquement, c'est aussi un sujet de décideurs publics et de savoir où est-ce qu'on veut mettre l'argent du contribuable. Est-ce qu'on veut l'investir pour créer des écoles et donc dépenser moins chez tout un tas en fait, d'éditeurs propriétaires, donc de créer des écoles ou de dispenser des cours, de mieux payer les professeurs, ou est-ce qu'on pense que l'argent du monde de l'éducation et de la recherche, il est mieux utilisé à aller payer, je ne sais chez quel éditeur de logiciels propriétaires en Irlande, des licences qui vont directement aller alimenter les poches des actionnaires de ces entreprises-là. Voilà, il faut vraiment qu'on se rende compte de ce sujet-là et il faut qu'on arrête de dilapider nos moyens parce qu'on en a de moins en moins de moyens, donc il faut qu'on fasse de plus en plus intelligemment et faire plus intelligemment dans le numérique, c'est faire avec du logiciel libre bien souvent. Alexandre, merci beaucoup. Souhaitons que ces messages soient entendus, que ça fasse mouche. Oui, merci à Divergence FM. Et donc, voilà, c'est encore pendant 4 jours les JRES. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée l'émission. Ça sera peut-être ce dimanche. Alors, d'ici là, les JRES seront terminés. Mais je suis sûr que ça aura été un grand moment ici à Montpellier. Et donc, il faut rappeler que l'autre grand moment fort à Montpellier, ça sera les rencontres mondiales du logiciel libre qui auront lieu au mois de juillet. Et donc, Montpellier deviendra pendant 4-5 jours, la capitale mondiale du logiciel libre. Et donc, moi, j'invite tous les auditeurs de Divergence FM à faire en sorte de nous aider et de faire en sorte que ça soit une grande réussite. Voilà, vive les rencontres mondiales du logiciel libre, vive le logiciel libre et vive Divergence FM. Alexandre Zapolski de la société Linagora, rencontré le mardi 10 décembre aux Journées Réseau 2013.